Bonjour, donc c'est une grande première pour moi, je parle à un téléphone et je vais essayer de vous faire un cours d'histoire. Bien sûr c'est un essai, j'espère que vous serez indulgents. L'idée est de parler de la Première Guerre mondiale. Donc pour évoquer la Première Guerre mondiale, je vais vous montrer une photographie des tranchées et je vais vous parler de cette photographie d'après le texte du manuel. La photographie que nous observons est très rare. Peu de clichés ont été pris en couleur. Je vous rappelle que la date du cliché, c'est pendant la guerre de 1914-1918 et la photographie, elle est inventée au siècle précédent, mais elle est en couleur, elle est rarissime. Cela supposait une technique particulière et cela coûtait plus cher que la photo noir et blanc. Les armées ont photographié les soldats et les combats tout au long de la guerre. Ils ont même filmé avec les premières caméras qui existaient déjà. Mais là, la photographie en couleur saisit, comme si nous y étions, un moment de la vie des soldats dans cette galerie étroite, terreuse et souvent boueuse en cas de pluie, que l'on appelle une tranchée. Tranchée et guerre de 14-18 sont à présent associées dans l'esprit de tous. Tous les combattants européens vivent la même expérience. Qu'ils soient allemands, français, anglais, australiens, polonais ou russes, les soldats restent dans ces tranchées pendant plus de 3 ans. Les tranchées servent à se cacher, à se camoufler, à se protéger des tirs de l'ennemi. Ici, nous ne voyons qu'un aspect des tranchées, car à d'autres endroits, la tranchée pouvait être plus large, mieux aménagée, avec des endroits où cuisiner, dormir et se reposer. Écoutez ce qu'un soldat français écrit à sa famille en 1916. Nous nous enfonçons dans la boue jusqu'aux genoux. Pour s'arracher, on se tient par la main, car ceux qui tombent dans les trous ne peuvent plus se retirer. Il est impossible de s'imaginer ce que cela peut être. Un soldat allemand décrit lui aussi les tranchées, en disant à quel point elles pouvaient être infestées par les rats qui venaient manger la nourriture des soldats, les pauvres. Nous avons beaucoup d'informations sur les tranchées parce que quand il n'y avait pas de combat, les soldats en profitaient pour écrire à leur famille, leur amoureuse, leurs frères, leurs parents. Et parmi les mots qui reviennent le plus souvent dans les lettres, on trouve boue, rat, peur, soif, faim, souffrance. Ce matin, on a travaillé le champ lexical. Là, c'est le champ lexical de la guerre. C'est souvent associé à ces mots-là. Des mots qui disent la vérité de la condition de vie et de mort des soldats. Mais on y lit aussi souvent le mot ennui. Un soldat explique. Voilà quelques jours qu'il fait froid. Il gèle très fort chaque nuit. Hier matin, le thermomètre était à 9 degrés au-dessous de zéro. Imaginez de dormir dehors par ce froid. Il gèle très fort chaque nuit. Hier matin, le thermomètre était à 9 degrés, en dessous de zéro. Et je t'avoue franchement que la nuit, c'est bien le moment de s'enfoncer le nez sous la paille, sans craindre des rats qui peuvent très bien vous grignoter le bout du nez. Quelle horreur. Voilà une dizaine de jours que nous n'avons pas été au combat. Le canon sonne dans le lointain. Dans les tranchées, pendant près de 4 ans, vont se côtoyer des gens de tous horizons. Des jeunes soldats riches, de jeunes étudiants riches, des ouvriers, des paysans, des employés de bureau, des pauvres. Mais aussi pour prendre le cas de la France, puisque cette photo nous montre des soldats français, des hommes venus des colonies, des Sénégalais, des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, venus faire la guerre pour la France. On appelle tous ces hommes affectueusement les poilus, les soldats français. Beaucoup de soldats ne supportent pas de vivre continuellement dans ces conditions. À partir de 1916, beaucoup se demandent pourquoi ils doivent se battre. Certains se révoltent, d'autres se mettent à discuter avec les soldats d'en face, et parfois échangent même des cigarettes. Évidemment, tout ça est très mal vu par les chefs militaires. Parfois, ces soldats sont jugés pour trahison ou rébellion et condamnés à mort. Tous ces soldats, quelle que soit leur armée et leur pays, découvrent un enfer. Les nouvelles armes font de nombreuses victimes. Le gaz, les avions, qui sont utilisés pour la première fois de façon militaire, les mitraillettes de plus en plus perfectionnées, et tous découvrent une guerre terrifiante, car cette guerre, en plus d'être la première guerre mondiale, est vraiment différente et horrible. Et pas seulement pour les soldats, pour les civils aussi, cette guerre vient envahir leur quotidien. Deuxième partie, les femmes travaillent.
La photo, que vous verrez à présent, si j'arrive à le faire, montre la main-d'œuvre des usines d'armement, composées de femmes venues remplacer les hommes au front. La contribution des guerres des femmes à la production industrielle est considérable. Ce phénomène est européen et affecte l'ensemble des pays belligérants. Dans les pays traditionnellement plus ruraux, comme la France, les femmes remplacent aussi les hommes au champ. Les lettres de soldats en témoignent largement. Beaucoup évoquent auprès de leurs femmes les travaux à faire, les précautions à prendre, l'état du bétail, les soins vétérinaires et les moissons. Les femmes, donc, pour certaines pour la première fois, se mettent à travailler. Et ce travail des femmes va changer la sociologie de la France. Aujourd'hui, nous sommes à un jour d'avril et c'est le 75e anniversaire, je crois, du droit de vote des femmes. Eh bien, les luttes féminines, elles ont commencé avec ce travail des femmes et cet effort de guerre qu'elles ont fait pendant la guerre de 1914 pour ensuite exiger l'égalité des droits, le droit de vote et éventuellement de pouvoir toucher leur salaire et d'avoir un compte en banque. Donc cette prise d'autonomie des femmes, elle était contrainte parce que quasiment tous les hommes valides sont partis faire la guerre et en arrière, dans le pays sont restés seulement les femmes, les hommes âgés et les enfants. La deuxième photo, c'est la guerre dans la publicité. Donc, la guerre envahit tous les champs de la société. Même la publicité utilise l'actualité et la guerre dans un sens patriotique pour faire vendre des montres. Voilà, on peut repérer la phrase censée attester du sérieux et de la précision du mécanisme adopté pour le réglage des tirs, parce que les tirs sont réglés à la main. Alors, la montre de la victoire. Donc, les affiches et la publicité, c'est aussi quelque chose qui va prendre beaucoup d'essor tout au long du XXe siècle, puisque c'est le début aussi de l'industrialisation. Et donc, chacun essaye de valoriser les produits différents et il va y avoir des affiches. Alors, il y aura des affiches de publicité, mais il y aura également des affiches qui sont de la propagande où on essaye d'exalter le sentiment patriotique et de faire que tous aillent à la guerre sans se poser de questions. D'ailleurs, les gens sont partis joyeusement. Ce n'est que quand on a reçu les lettres qui décrivent les conditions de vie dans les tranchées que ceux qui n'étaient pas encore partis ont commencé à se poser des questions. Mais la quasi-totalité des hommes sont partis à la guerre. Et très peu avaient des positions favorisées et pas au combat direct. Le document 3, c'est un tirailleur sénégalais, cette photo est étonnante, et une paysanne sur le front. Donc, je vous ai dit dans le texte de présentation que la France, à cette époque-là, avait des territoires en Afrique du Nord, et même au-delà. Et donc, tous ces territoires, on a fait de la même façon venir les hommes pour combattre à côté des Français. Donc, il y a ce Sénégalais venu faire la guerre, et après, ils ont été assez amers quand ils ont eu des traitements différents des Français. Le racisme n'avait pas disparu. Et les armées françaises et britanniques sont les premières à utiliser les hommes de leurs empires coloniaux. En cela, les indigènes participent à l'internationalisation du conflit. Toutes les parties de l'empire sont concernées. L'Asie, pour les usines, l'Afrique équatoriale et l'occidentale française, le Maghreb. Pour autant, les indigènes ne participent pas à cette guerre comme citoyens, mais comme sujets de l'empire. Leurs soldes sont moindres, c'est-à-dire qu'ils sont moins payés. Leurs jours de permission également, ils en ont moins. Ils découvrent la métropole, c'est-à-dire la France et les terres sur lesquelles il y a des combats, car beaucoup de combats se passent en France. Et les terres souvent très froides, l'hiver où se déroulent les combats. Ben évidemment, si vous êtes sénégalais, imaginez les -9 dans les tranchées. C'est horrible pour tout le monde, mais particulièrement pour quelqu'un qui n'a jamais connu le froid. Ils participent activement à la défense de la France, qui leur est présentée comme la mère patrie. Souvent, à partir de 1915, les recrutements dans les villages coloniaux sont massifs et violents en raison des refus de s'engager. C'est-à-dire peut-être qu'ils ont reçu des courriers des premiers, c'était pas très encourageant. Des mutineries et des révoltes éclatent souvent et sont très durement réprimées. Plus de 600 000 hommes vont ainsi faire le trajet des colonies pour rejoindre les tranchées. Et sur ces 600 000, 62 000 meurent
au champ d'honneur. Donc, on n'a pas encore vraiment fini les pourcentages. J'espère qu'on le fasse d'ici la fin de l'année en mathématiques, mais ça représente 10% à peu près qui vont mourir et c'est énorme. De toute façon, cette guerre a été épouvantable au niveau des pertes humaines. Le document 4, c'est des soldats allemands sur le front Est face aux soldats russes. Ennemis comme alliés, les conditions de combat sont les mêmes. La souffrance, la mort, la faim dans les tranchées. Tous partagent cette violence guerrière. Tous ont dans leur portefeuille la photo d'une femme aimée, celle des enfants nés avant ou pendant le conflit aussi, parce qu'il y a eu des permissions. Cette humanité commune, pratiquée sur les champs d'honneur, contraste avec les divisions qu'entretiennent les propagandes patriotiques. L'intérêt de cette photo est d'associer l'analyse de la Grande Guerre ou la seule perspective française ou alliée. Être soldat est une condition commune et c'est aussi à vous de le réaliser. C'est que les Allemands en face, c'était des hommes comme les Français et seuls les généraux leur disaient de façon véhémente battez-vous, battez-vous, battez-vous. Il y a partout des courageux, des lâches, des peureux, des intrépides, des humanistes, des cruels et des sans-cœur, des respectueux, contrairement à ce que les propagandes respectives peuvent dire et écrire. Ici, les Allemands sur le front passent les hivers dans les tranchées enneigées, gelées, dans les conditions que partagent les Russes. Donc on voit que les tranchées allemandes, elles sont aussi horribles que les tranchées françaises. Bien. Et donc, pour compléter ces éléments d'information que je vous ai donnés avec des images, je vais vous demander, à la guerre comme à la guerre, dirait-on, pendant la guerre de 14-18, de regarder 2 vidéos dont je vais vous mettre les liens en commentaire là, sur ce lien-là. Une de C'est pas sorcier sur la guerre de 14-18 et un autre document encore plus synthétique. Et à la suite de cela, je vous demanderai de me faire, vous savez, ces fameuses quelques phrases de synthèse qu'on copie dans le cahier. Donc si nous avions été en classe, ces photographies, nous les aurions découpées, écrit 1 ou 2 phrases en dessous et 1 ou 2 phrases de conclusion. Et bien ce travail-là, j'aimerais que vous le fassiez. On n'a pas les cahiers d'histoire, en fait, on n'est pas parti avec la case complète. Moi, au moment où je suis partie, je pensais qu'on allait revenir après les vacances de Pâques. Mais vous allez écrire ce résumé et on l'écrira quand on va retourner à l'école. On reprendra cette guerre de 14-18. Allez, merci. J'espère que vous êtes indulgents pour cette première.